En 1990, l'économie européenne et l'économie américaine étaient quasiment équivalentes. Même taille, même puissance, même influence. 30 ans plus tard, le PIB des États-Unis est de 25 000 milliards d'euros. Celui de l'Union européenne, 17 900 milliards. L'Amérique produit 40% de richesse en plus que l'Europe. En une génération, l'Europe a décroché. Et le plus effrayant, c'est que personne ne semble s'en rendre compte. Bienvenue sur la facture finale. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont les politiques européens ne veulent pas entendre parler. Le déclin économique de l'Europe. Pas une crise passagère, pas un ralentissement temporaire, un déclin structurel, profond, qui dure depuis plus de 15 ans et qui s'accélère. Commençons par les chiffres. Et ces chiffres sont brutaux. Le PIB de l'Union européenne en 2024, c'est 17 900 milliards d'euros. Celui des États-Unis, c'est environ 25 000 milliards d'euros. Celui de la Chine, environ 17 300 milliards d'euros. L'Europe est encore devant la Chine, mais à peine. Et l'écart se réduit chaque année. Mais le vrai problème, ce n'est pas le PIB total, c'est le PIB par habitant. Parce que l'Europe a 450 millions d'habitants, contre 347 millions pour les États-Unis. Quand tu divises la richesse par le nombre d'habitants, le résultat est accablant. Un Américain produit en moyenne 74 000 euros de richesse par an. Un Européen, 39 680 euros, moins de la moitié. Un Américain moyen est presque 2 fois plus riche qu'un Européen moyen. Et cet écart ne fait que se creuser. Depuis la crise financière de 2008, l'Europe a quasiment stagné. Entre 2008 et 2022, le PIB total de l'Union européenne n'a augmenté que de 2,8% en 14 ans. 2,8% en 14 ans, c'est ridicule. Pendant la même période, le PIB américain a augmenté de 72%. 72% contre 2,8%. C'est un gouffre. L'Europe n'a pas juste ralenti, elle s'est arrêtée. Pendant que l'Amérique fonçait, l'Europe regardait passer le train. Et la Chine, elle, a tout simplement explosé. Son PIB par habitant a été multiplié par 5 depuis l'an 2000. La Chine est passée de pays en développement à deuxième puissance économique mondiale en moins de 20 ans. Elle produit aujourd'hui autant de richesses que l'ensemble de l'Union européenne, avec 3 fois plus d'habitants certes, mais la trajectoire est claire. La Chine monte, l'Europe descend. Mais pourquoi ? Comment un continent qui a inventé la révolution industrielle, qui a dominé le monde pendant des siècles, qui possède certaines des meilleures universités et des cerveaux les plus brillants du monde, comment ce continent a pu se faire dépasser aussi brutalement ? La réponse tient en plusieurs facteurs, et aucun d'entre eux n'est rassurant. Le premier facteur, c'est l'innovation, ou plutôt l'absence d'innovation. En septembre 2024, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, a remis un rapport de 400 pages sur la compétitivité de l'Europe. Ce rapport est un véritable constat d'échec. Draghi le dit sans détour. L'Europe a un déficit d'innovation structurelle. Le problème n'est pas que l'Europe manque d'idées ou d'ambition. Le problème, c'est que l'innovation est bloquée à l'étape suivante. L'Europe invente, mais elle ne transforme pas ses inventions en entreprises qui dominent le monde. Regarde les chiffres. Au cours des 50 dernières années, aucune entreprise européenne valant plus de 100 milliards d'euros n'a été créée de zéro. Aucune. Pendant ce temps, les États-Unis ont créé Apple, Google, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Netflix et des dizaines d'autres géants technologiques. La Chine a créé Alibaba, Tencent, ByteDance, Huawei, BYD et l'Europe. Rien. Zéro. L'Europe a même perdu ses propres pépites. 30% des licornes européennes, ces startups valorisées à plus d'1 milliard, ont quitté le continent depuis 2008. Elles sont parties aux États-Unis parce qu'elles ne pouvaient pas grandir en Europe. Pas assez de financement, trop de réglementation, un marché fragmenté. Et c'est le deuxième facteur, la réglementation. L'Europe s'est enfermée dans une bureaucratie étouffante. Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises en Europe déclarent que les obstacles réglementaires et la charge administrative sont leurs principal problème. Pendant la même période, le Congrès américain en a adopté 3500. L'Europe produit presque 4 fois plus de lois que l'Amérique. Et il faut en moyenne 19 mois pour adopter une nouvelle loi au niveau européen. Pendant que l'Europe légifère, l'Amérique innove. Pendant que l'Europe régule, la Chine construit. Le troisième facteur, c'est l'énergie. L'énergie en Europe coûte beaucoup plus cher qu'aux États-Unis et qu'en Chine. C'est un handicap compétitif majeur. La guerre en Ukraine a aggravé la situation en faisant exploser les prix du gaz et de l'électricité. Les industries européennes, grosses consommatrices d'énergie, la chimie, l'acier, le verre, l'aluminium, sont en train de se délocaliser parce qu'elles ne peuvent plus supporter le coût de l'énergie.
L'Allemagne, la locomotive industrielle de l'Europe, est le pays le plus touché. Sa production industrielle a chuté de 5,5% entre 2023 et 2024. C'est colossal pour un pays qui a bâti sa puissance sur l'industrie. Et justement, parlons de l'Allemagne, parce que quand l'Allemagne tousse, c'est toute l'Europe qui s'enrhume. Le modèle allemand, celui qu'on nous a vendu pendant des décennies comme le modèle à suivre, est en train de s'effondrer. L'Allemagne a construit son économie sur 3 piliers. L'exportation industrielle, l'énergie russe bon marché et le marché chinois. Les 3 piliers sont en train de s'effondrer simultanément. L'énergie russe bon marché, c'est fini depuis la guerre en Ukraine. Le marché chinois se referme parce que la Chine produit maintenant elle-même ce qu'elle a acheté à l'Allemagne, notamment les voitures. Et l'industrie allemande perd en compétitivité face à la concurrence chinoise et américaine. Volkswagen, le symbole de l'industrie allemande, ferme des usines en Europe. Des usines qui avaient fonctionné pendant des décennies. C'est un séisme économique. Et si l'Allemagne décroche, la France, l'Italie, l'Espagne et tous les autres seront entraînés dans sa chute. Le 4e facteur, c'est la fragmentation du marché. L'Europe a 27 pays, 27 systèmes fiscaux différents, 27 cadres réglementaires différents, des dizaines de langues différentes. Sur le papier, il y a un marché unique. En réalité, ce marché est morcelé, cloisonné, inefficace. Une start-up française qui veut se développer en Allemagne ou en Italie doit s'adapter à des règles différentes, à une langue différente, à une culture business différente. Aux États-Unis, une start-up de Californie peut vendre ses produits à 330 millions de consommateurs du jour au lendemain, avec les mêmes règles, la même langue, le même cadre juridique. En Chine, c'est pareil. 1,4 milliard de consommateurs, un seul marché, des règles unifiées. L'Europe, elle, est un puzzle de 27 pièces qui ne s'emboîtent pas correctement. Le 5e facteur, c'est l'investissement, ou plutôt le sous-investissement chronique. L'Europe n'investit pas assez. Le rapport Draghi estime que l'Europe a besoin de 750 à 800 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an pour combler l'écart avec les États-Unis et la Chine. 800 milliards par an. C'est l'équivalent de 5% du PIB européen. C'est le double du plan Marshall en proportion. Et pour l'instant, cet argent n'est nulle part. Les États-Unis, eux, investissent massivement. Le CHIPS Act pour les semi-conducteurs, l'Inflation Reduction Act pour la transition énergétique, des centaines de milliards de dollars injectés dans l'économie pour dominer les industries du futur. La Chine fait pareil, avec des politiques industrielles massives, des subventions colossales, un protectionnisme assumé. Et l'Europe regarde, débat, écrit des rapports et adopte des lois. Pendant que les autres investissent, l'Europe réglemente. Le 6e facteur, c'est la démographie. L'Europe vieillit. La population active diminue. Le taux de fécondité est en dessous du seuil de renouvellement dans quasiment tous les pays européens. Il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de travailleurs pour les financer. C'est une bombe à retardement. Moins de travailleurs, c'est moins de production, moins d'innovation, moins de dynamisme. Les États-Unis, grâce à l'immigration, maintiennent une population jeune et dynamique. La Chine a un problème démographique aussi, mais elle compense par des gains de productivité massifs grâce à la technologie et l'automatisation. Et maintenant, parlons de ce que Donald Trump change dans cette équation, parce que les choses sont en train de s'aggraver. Trump a lancé une guerre commerciale contre le monde entier, et l'Europe est en première ligne. Des droits de douane de 15% sur les produits européens exportés vers les États-Unis. Pour une économie aussi ouverte que celle de l'Europe, c'est un coup dur. L'Europe exporte beaucoup vers l'Amérique. Des voitures, du luxe, des machines, de l'agroalimentaire. Chaque hausse de douane réduit la compétitivité des produits européens et menace des emplois. Et l'Europe n'a pas les moyens de riposter efficacement parce que son processus de décision est trop lent et trop fragmenté. Le temps que les 27 pays se mettent d'accord sur une réponse, le mal est déjà fait. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant que les droits de douane. C'est la fuite des cerveaux et des talents. Les meilleurs chercheurs européens, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs entrepreneurs, ils partent. Ils partent aux États-Unis, où les salaires sont plus élevés, les impôts plus bas, le financement plus accessible, et où la culture entrepreneuriale est valorisée. Un chercheur en intelligence artificielle à Stanford gagne 3 à 4 fois plus que son équivalent dans une université européenne. Un ingénieur logiciel dans la Silicon Valley gagne 2 à 3 fois plus que son équivalent à Paris ou Berlin. Pourquoi resterait-il en Europe ? Par patriotisme, ça ne paie pas le loyer. Et chaque cerveau qui part, c'est une innovation de moins en Europe, une entreprise de moins en Europe, un emploi de moins en Europe. C'est une hémorragie silencieuse qui vide le continent de son capital le plus précieux, le capital humain. Et puis il y a le secteur automobile, qui est peut-être le symbole le plus frappant du déclin européen.
L'industrie automobile européenne, c'est des millions d'emplois, des milliards d'euros de chiffre d'affaires, un savoir-faire centenaire. Et cette industrie est en train de se faire écraser par la Chine sur les véhicules électriques. BYD, le constructeur chinois, produit des voitures électriques de bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Les constructeurs européens ne peuvent pas rivaliser. Leurs coûts de production sont trop élevés, leur transition vers l'électrique est trop lente, et ils n'ont pas accès aux matières premières critiques que la Chine contrôle. Les batteries, les terres rares, le lithium, le cobalt, tout passe par la Chine. L'Europe dépend de la Chine pour fabriquer les voitures du futur. C'est comme si on dépendait de son concurrent pour exister. C'est absurde, et c'est pourtant la réalité. Et parlons aussi de l'intelligence artificielle, parce que c'est le secteur qui va définir l'économie mondiale des 30 prochaines années. L'intelligence artificielle, c'est la prochaine révolution industrielle. Et dans cette révolution, l'Europe est déjà en retard. Les États-Unis ont OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta AI. La Chine a Baidu, Alibaba Cloud, DeepSeek. Et l'Europe. L'Europe a des régulations. L'AI Act européen est l'un des cadres réglementaires les plus stricts au monde sur l'intelligence artificielle. Certains diront que c'est responsable, d'autres diront que c'est suicidaire. Parce que pendant que l'Europe écrit des règles, les autres développent les technologies qui vont dominer le monde. Et quand les règles seront enfin écrites, le match sera déjà terminé. L'Europe régulera des technologies qu'elle n'a même pas créées. Elle sera spectatrice de la révolution, pas actrice. Regardons aussi les chiffres de la croissance projetée. L'OCDE prévoit une croissance de la zone euro d'environ 1,3% en 2025, puis 1,2% en 2026. Pendant ce temps, les États-Unis sont à environ 2% et la Chine autour de 4,5%. L'Europe croît 2 à 3 fois moins vite que ses concurrents. Et une croissance de 1%, quand tu as des dettes qui augmentent, une population qui vieillit et des dépenses sociales qui explosent, ça ne suffit pas. C'est de la stagnation déguisée. Il y a aussi la question de la défense. Avec le retrait américain annoncé de l'OTAN par Trump, l'Europe doit soudainement assurer sa propre sécurité. Et ça coûte cher, très cher. L'Europe ne consacre en moyenne que 2% de son PIB à la défense. Les États-Unis, c'est 3,4%. Et avec la menace russe à l'Est, il va falloir investir massivement dans l'armement, les technologies militaires, la cybersécurité. Mais avec quoi? Avec de la dette supplémentaire, dans un contexte où la plupart des pays européens ont déjà des finances publiques fragiles. C'est le dilemme impossible. Investir dans la défense ou investir dans l'économie. Les deux sont urgents. L'argent ne suffit pour aucun des deux. Alors, que reste-t-il à l'Europe? Est-ce que tout est perdu? Pas encore, mais il faut être honnête. La fenêtre de tir se referme. Le rapport Draghi est clair. Si l'Europe ne parvient pas à devenir plus productive, elle sera contrainte de faire des choix douloureux. Elle ne pourra pas être à la fois un leader des nouvelles technologies, un modèle de responsabilité climatique et un acteur indépendant sur la scène mondiale. Elle ne pourra pas financer son modèle social, elle devra revoir à la baisse certaines, voire toutes ses ambitions. Ce sont les mots exacts de Draghi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien président de la Banque centrale européenne. L'Europe a des atouts. Un système éducatif solide, un modèle social qui protège les plus fragiles, une qualité de vie enviée dans le monde entier, une espérance de vie supérieure à celle des Américains. Mais ces atouts ne suffisent plus à masquer le déclin économique. Parce que sans croissance, sans innovation, sans compétitivité, le modèle social européen deviendra insoutenable. Tu ne peux pas redistribuer de la richesse si tu n'en crées pas. Tu ne peux pas financer des hôpitaux, des écoles et des retraites si ton économie stagne pendant que celle des autres explose. Et le pire, c'est l'inaction. Un an après le rapport Draghi, la Commission européenne a fait le bilan. Sur les 170 recommandations du rapport, seulement 11% ont commencé à être mises en œuvre. 11%. Draghi lui-même a déclaré que l'Union européenne devait agir plus rapidement. Mais l'Europe ne sait pas agir rapidement. C'est dans son ADN institutionnel. 27 pays, 27 intérêts différents, des compromis sans fin, des débats interminables, des lois qui mettent 19 mois à être adoptées. Pendant ce temps, les États-Unis signent des décrets présidentiels en quelques jours. La Chine décide et exécute en quelques semaines. L'Europe, elle, organise des sommets. Alors voilà la réalité. L'Europe n'est pas encore morte économiquement, mais elle est sur un lit d'hôpital, sous perfusion, et elle refuse de prendre le traitement. Le diagnostic est posé, les solutions sont sur la table, mais la volonté politique manque. Et chaque année qui passe sans action rend le rattrapage plus difficile, plus coûteux et moins probable. L'Europe a le choix entre deux avenirs. Soit elle se réveille, investit massivement, simplifie sa bureaucratie, unifie réellement son marché,
et se lance dans la course technologique et industrielle. Soit elle continue comme elle fait depuis 15 ans, à regarder les autres la dépasser en se consolant avec ses valeurs et son histoire. Mais l'histoire ne paie pas les factures. Et les valeurs ne remplacent pas la compétitivité. Voilà la facture finale. L'Europe dépense plus qu'elle ne produit, innove moins qu'elle ne réglemente, et vieillit plus vite qu'elle ne se réinvente. Si rien ne change, dans 10 ans, l'Europe sera un musée à ciel ouvert. Un bel endroit pour les touristes, mais plus une puissance économique. Et ce qui me frappe le plus, c'est le contraste entre la fierté européenne et la réalité des chiffres. Les Européens sont fiers de leur modèle social, de leur culture, de leur art de vivre. Et ils ont raison. L'Europe reste un endroit formidable où vivre. L'espérance de vie est plus élevée qu'aux États-Unis. Le système de santé est accessible à tous. L'éducation est gratuite, ou presque. Les inégalités sont moins extrêmes. Mais tout ça a un coût. Et ce coût, il est financé par une économie qui s'essouffle. Aujourd'hui, le modèle social européen vit en partie à crédit. Les déficits s'accumulent, les dettes se creusent, et un jour, il faudra payer l'addition. Les Européens veulent garder leur qualité de vie, et c'est légitime. Mais cette qualité de vie ne pourra être préservée que si l'économie repart. Sans croissance, pas de redistribution. Sans compétitivité, pas de prospérité. Sans innovation, pas d'avenir. Le choix est simple, même s'il est douloureux. Soit l'Europe accepte de se transformer radicalement, de prendre des risques, de simplifier, d'investir, de se battre, soit elle accepte son déclin et s'adapte à un monde où elle ne sera plus qu'un acteur secondaire, un continent riche de son passé, mais pauvre de son avenir. L'horloge tourne, et chaque année perdue rend le réveil plus brutal. Mario Draghi l'a dit avec des mots que chaque Européen devrait graver dans sa mémoire. Sans action, nous serons contraints de compromettre soit notre bien-être, soit notre environnement, soit notre liberté. C'est le choix qui attend l'Europe si elle continue de dormir. Et pour l'instant, elle dort. Et pendant qu'elle dort, le monde avance sans elle. Les alliances se redessinent, les technologies se développent, les marchés se transforment. Et quand l'Europe finira par se réveiller, elle risque de découvrir qu'il est trop tard pour rattraper le train. Et ce sera la facture la plus lourde de toutes. Celle d'un continent qui avait tout pour réussir et qui a choisi de ne rien faire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à la facture finale. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que l'Europe va bien. Parce que les chiffres disent le contraire. À très vite pour la prochaine facture.